Par exemple, pour dire que vous ne pouvez pas assurer un risque que vous n'avez pas. Pour dire si vous êtes une banque et que vous financez un fonds spéculatif, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire partie des États, etc. Un certain nombre de mesures structurelles, on est finalement dans un système financier qui n'a pas suffisamment changé par rapport aux dérives des années 2000. Sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers avant la faillite de Lehman Brothers en 2008, sur ces 3200 milliards, 97%, 97,3% exactement, ne correspondaient pas à des biens et des services réels. C'était de l'économie spéculative qui tournait sur elle-même. Wall Street, c'est-à-dire New York, a versé à ses traders, managers, etc., 140 milliards de dollars pour une année, pour quelques milliers de personnes, sous forme de bonus, dividendes. C'est la moitié de la dette grecque. Et ce qu'on a développé, c'est ce qu'on peut appeler la planche à billets privée. Et les excès de la planche à billets privée ont été encore bien pires que les excès de la planche à billets publique. On a prêté 500 milliards d'euros aux banques à 1% à 3 ans en décembre, la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne reprête 500 milliards d'euros aux banques a priori fin février. Et tout ça aurait pu être investi dans des projets rentables pour l'Europe et surtout qui permettent de la croissance et qui permettent aux gens de se sortir du chômage. La planche à billets en réalité tourne à plein régime. Depuis le lancement de l'euro, la masse monétaire a augmenté 4 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Mais cet argent, même s'il est escorté par les États, n'est plus la monnaie de l'État. Le choix de financer les banques privées plutôt que les États ne choque pas les économistes les plus orthodoxes. Dans les médias, rares sont ceux qui s'aventurent à mettre en cause ce dogme néolibéral. L'économiste Bernard Maris est une exception dans ce petit monde des experts. Ok, on y va, nous. Merci Bernadette. Chroniqueur à Charlie Hebdo et à la radio, il plaide résolument pour une intervention des banques en faveur des États. En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France. Bernard Maris est désormais au cœur de la forteresse. Par quel mécanisme les banques privées fabriquent-elles de la monnaie? Elles fabriquent elles-mêmes avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas, 500 000 euros, eh bien la banque va fabriquer 500 000 euros à partir de rien. Vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 euros de billets. Si, elle fabrique 500 000 euros de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 euros en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera, mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 euros en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 euros, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 euros en billets. Sauf que comme ces billets ne sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien d'acrer, il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Pour créer de l'argent, une limite est toutefois posée aux banques commerciales. Elles doivent déposer à la Banque centrale une partie de leurs avoirs qui agit comme garantie. Contre 1 euro déposé en garantie à la Banque centrale, les banques ont l'autorisation de créer 9 euros supplémentaires. Le livret d'un client à 10 000 euros permet à la banque de créer 90 000 euros. La multiplication du crédit est sans limite, mais elle est détenue par une banque centrale qui n'y prête pas aux États. La création de monnaie grâce au crédit passera exclusivement par les banques privées. Quand vous venez chercher de l'argent, la banque l'a pas. Vous vous dites, je voudrais emprunter 1 million, ok, il n'y a pas de problème, la banque ne l'a pas, elle va vous les créer. Elle va écrire dans un compte, je vous les dois, et vous me les devez. Et c'est équilibré, puisque la banque crée 2 dettes. Elle crée une dette qui dit, moi banque, je dois ce million, pour vous achetiez votre maison, je vous dois 1 million, ça c'est la monnaie.
qui va circuler d'une banque à l'autre. Et de l'autre côté de son bilan, elle écrit « et vous, vous me les devez ». Voilà, c'est ça la création des dettes. C'est aussi simple que ça. La banque, quand vous venez la voir, n'a pas la monnaie, et elle crée deux dettes, la sienne tout de suite et la vôtre plus tard. C'est ça la monnaie. Et quand vous remboursez cette monnaie, à chaque fois que vous remboursez, les deux dettes disparaissent, et à la fin du remboursement, la monnaie a disparu. C'est enfantin. Face à la crise de la dette, le débat public s'intéresse de plus en plus au rôle que les banques centrales pourraient tenir dans le financement des États. Dans ces salons du quartier de l'Opéra, la Banque de France organise un colloque autour de cette question extrêmement sensible qui a toujours divisé les économistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chose assez paradoxale, c'est qu'on crée de la monnaie massivement pour l'économie, à travers les banques, et donc en fait on fait du crédit à des taux proches de zéro aux banques, qui elles-mêmes vont reprêter à des taux positifs, de sorte qu'en quelque sorte on subventionne les banques directement, alors que les États qui ont bien besoin de ça sont obligés d'emprunter à des taux sensiblement plus élevés. Et ce paradoxe-là n'est pas résolu. Et très clairement, on pourrait imaginer que les banques puissent être contraintes, par exemple, à prêter aux États dans des proportions de ce qu'elles font à l'échelle de l'ensemble de l'économie. L'intervention des banques centrales en faveur des États est interdite par les traités européens. Alors, le retour à une monnaie nationale sous l'égide de la Banque de France remettrait-elle la création monétaire dans la main de l'État ? En réalité, depuis sa création, la Banque de France n'a cessé de lutter pour son indépendance. Les premiers faits remontent à 1799. 3 mois après le coup d'État du général Bonaparte, un groupe d'hommes d'affaires français mené par le banquier suisse Jean-Frédéric Pergaud demande à voir l'empereur. Il sollicite l'autorisation de créer une banque d'envergure nationale. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, on va pas lire une déclaration à Bonaparte. Et voici les termes principaux de cette déclaration. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France. Mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés, et comme il y aura Banque de France, vraisemblablement des capitaux affluents. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition à ses ennemis de Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. La Banque de France est ainsi officiellement créée sur cette ambiguïté. Public ou privé, le mélange des genres est consommé. Au XIXe siècle, le principe c'était que la Banque de France était indépendante, mais elle avait des missions de service public qui lui étaient en quelque sorte confiées et qui se traduisaient par le fait que le gouverneur était nommé par l'État. Mais les décisions étaient prises par des banquiers privés qui siégeaient à ce qui était le conseil d'administration de la banque, qui se réunissaient toutes les semaines et qui prenaient toutes les décisions importantes. Donc la banque était indépendante et elle ne prêtait pas d'argent à l'État, etc. En 1914, il y a un choc majeur, c'est qu'il y a une guerre, on est sur le point de perdre la guerre, et face à cette situation majeure, la Banque de France se met à prêter, pas directement à l'État, mais en fait de plus en plus directement à l'État, et elle prête des quantités très très importantes. Et à la fin de la guerre, elle va continuer à payer pour la reconstruction, etc., de sorte qu'on va avoir en 10 ans, 1914-1924 à peu près, multiplié par 10 la circulation monétaire de la Banque de France, les prix ont été multipliés par 5, et les rentiers qui étaient l'assise de la société bourgeoise à la fin du XIXe siècle sont tous ruinés. Pour la banque, c'en est trop. D'autant que le gouvernement Herriot du cartel des gauches a l'intention de combler le déficit qui perdure en augmentant les impôts. La Banque de France cherche à stabiliser la monnaie. Le gouvernement est d'accord avec cette politique, mais considère que la manière de le faire, c'est d'augmenter fortement les impôts pour
que le budget soit équilibré et que par conséquent, il n'y ait plus besoin d'emprunter à la Banque de France. Ce qui est complètement raisonnable. Le problème, c'est de savoir quels impôts on augmente. Et évidemment, les régents de la Banque de France n'ont pas les mêmes idées sur les impôts qu'il faut augmenter que le gouvernement de gauche. Et surtout, ils menacent de faire encore plus grave que d'augmenter les impôts sur le revenu, ils menacent de taxer le capital. Et ils menacent de taxer le capital à des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux de l'impôt sur la fortune d'entreprise, parce qu'ils pensent qu'en gros, il faut prendre une partie du capital, pas juste taxer les revenus du capital implicitement. Il faut prendre une partie du capital, et puis après, ce sera fini. Et ça, c'est absolument hors de question pour les détenteurs du capital qui disent, mais non, il faut augmenter la TVA, parce que la TVA, tout le monde la paye, mais ce sera presque rien pour chacun, et donc ça fini. On connaît, c'est une même question toujours. Le milieu des affaires et de la finance organise la riposte. Les bons du Trésor, qui alimentent le budget de l'État, sont victimes d'un boycott. Herriot dira qu'il s'est heurté au mur de l'argent. Le gouvernement Herriot, il est piégé parce que la dette à court terme, la dette flottante, est tellement importante que le simple fait que les gens cessent de renouveler la dette flottante suffit à mettre le gouvernement au bord de la faillite. Et comme il est au bord de la faillite, il est obligé d'aller voir la Banque de France. Et la Banque de France lui dit, vous voyez que vous ne pouvez pas vous passer de nous. Et à ce moment-là, politiquement, il est fini, il se casse la figure, et le gouvernement change. Pour le Front populaire, arrivé au pouvoir en 1936, le statut privé de la Banque de France est incompatible avec l'intérêt général. La loi du 24 juillet 1936 en modifie les statuts. Les administrateurs de la banque ne seront plus nommés par les actionnaires privés ni par le gouvernement. Les gens s'interrogent sur l'utilité d'un contrôle par l'État du développement de l'économie. Et prendre le contrôle de la monnaie, c'est évidemment considéré comme la première étape pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qui va se faire en France en 1936, mais surtout en 1945, et qui va être continué quand même pendant toutes les années 40-50. Il y a le plan, qui est une grande institution, avec des instructions sur les activités à financer, les activités dans lesquelles il faut investir. L'investissement est financé par des institutions de financement à long terme, mais en dernier recours, quand il n'y a plus assez d'épargne et qu'on veut quand même faire l'investissement, eh bien on porte ça à la Banque de France, et c'est la Banque de France qui finance. Laure Kemuel-Corr, chercheuse au CNRS, connaît bien cette période où la banque est mise au service de l'État. C'est la glorieuse époque du Trésor public, dont les anciens bureaux se trouvaient dans les bâtiments du Louvre, jusqu'en 1989. C'est-à-dire qu'on considère que les dépenses publiques de l'État, les dépenses d'investissement, vont permettre de réamorcer la pompe de la croissance. Par exemple, l'État finance des grands travaux de bâtiments et de travaux publics, etc. Donc par là, ça réamorce la croissance. C'est tout simple, hein, c'est les dépenses d'investissement. Et il y a également le dépôt des correspondants. Alors ça, c'est une innovation française, c'est-à-dire que vous avez la Caisse nationale de crédit agricole, les entreprises nationalisées comme la SNCF ou EDF, qui sont obligées de déposer leurs fonds au Trésor. Les comptes chèques postaux aussi déposent leurs fonds au Trésor. Tout ça fait une espèce de trésorerie formidable au Trésor qui peut donc financer et dépenser au nom de l'État. C'était considéré comme un système qui marchait bien, hein, qui a financé la croissance. Hein. Et c'était le cas ou pas au final ? Bien sûr, on avait 5% de croissance par an à l'époque, hein, pendant 30 ans. Avec le circuit du Trésor public, l'État contourne la Banque de France pour créer sa propre trésorerie et couvrir ses dépenses budgétaires. La recette marche plutôt bien. La France connaît les 30 glorieuses. Donc c'est du financement de l'activité économique, et c'est pour ça que ça ne crée pas beaucoup d'inflation. Mais c'est un financement de l'activité économique dans une activité économique qui est assez largement dirigée par l'État. Et ça, c'est aussi une chose qui ne plaît pas beaucoup aux libéraux. Et donc, dans la grande réforme, vague de grande réforme libérale, justement, dans les années 70, surtout à la fin au début des années 80 en France, on va insister pour remettre la Banque centrale à sa place, sous indépendance complète, de manière à ce qu'elle ne risque pas de se mettre au service de l'État, que ce soit en le finançant directement ou en finançant ses programmes. En 1972, les statuts de la banque sont rediscutés devant le Parlement. Contrairement à ce qu'on leur fait souvent dire, ces nouveaux statuts ne mettent pas fin aux avances gratuites que la banque fait à l'État, mais ils en compliquent l'accès.
Le contexte international va faire le reste. Sous l'impulsion de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, la finance est dérégulée. Les frontières de l'argent s'évanouissent dans les années 80. Peu à peu, l'État, fortement encouragé par la Banque de France elle-même, se tourne vers les marchés internationaux de capitaux pour financer son déficit. Qui fait ça? Qui demande ça? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les fonctionnaires, c'est les créanciers qui demandent ça. Parce qu'ils ont peur que si l'État met trop d'argent en circulation, il y ait de l'inflation, et que l'inflation a un effet immédiat, c'est que l'inflation ruine les rentiers et les créanciers. Donc, le lobby qu'on va appeler rentiers, créanciers, tous les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des patrimoines, les gens qui, etc., ne veulent pas qu'il y ait l'inflation. Pour eux, la valeur de l'argent est absolument essentielle. Et l'économie, c'est une bagarre des créanciers et des débiteurs. Tant c'est les débiteurs qui gagnent. Les débiteurs, c'est les salariés et les entrepreneurs. Donc eux, ils ont intérêt à ce que l'argent est devenu. Ils ont intérêt à ce que la banque soit contrôlée par l'État. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de liquidités qui circulent. Ils ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soient faibles. Et à partir de là, comme eux, ils sont des débiteurs, leurs emprunts, ils les remboursent. Les autres, les petits propriétaires, ceux qui ont des patrimoines, ceux qui ont placé de l'argent, les rentiers, les gros propriétaires, ils ont intérêt exactement inverse. En 1981, la gauche remporte les élections en France. Pour honorer le programme de relance qu'elle a promis, elle a besoin du concours de la banque. Nouveau bras de fer entre les services du Trésor public et le gouverneur de la Banque de France. On a un gouverneur de la Banque de France, Renaud de la Génière, qui a une grande proximité, qui a été nommé par Valéry Giscard d'Estaing, qui a une grande proximité personnelle et idéologique, disons, avec le pouvoir sortant, et qui n'accepte pas la politique mise en œuvre par les socialistes à leur arrivée au pouvoir. Il faut bien comprendre que la politique que tentent de mettre en place les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, elle est à contre-courant de ce qui est le courant Reagano-Thatcherien, on va dire, de la politique mise en œuvre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais surtout de la politique mise en œuvre par certains des influents partenaires européens de la France, notamment de l'Allemagne. Et c'est aussi cet argument de la construction européenne que François Mitterrand et les socialistes vont utiliser en 82-83, lorsque va avoir lieu ce fameux tournant de la rigueur, cette réorientation de la politique économique menée par la France. C'est l'argument européen qui va servir à justifier ce que certains ont pu percevoir comme un revirement, voire comme un reniement. La construction européenne va reléguer la Banque de France au second plan, sous le contrôle de la Banque centrale européenne, qui fédère toutes les banques centrales de l'Union. Mais l'objectif reste le même. Indépendance maximum à l'égard du pouvoir politique. En quelque sorte, il y avait l'idée qu'il fallait sortir les États du jeu, sortir la puissance publique du jeu, en faisant une banque centrale indépendante d'un côté, des banques privées, de fait, indépendantes des États. Alors évidemment, on pourrait dire, aujourd'hui, malgré tout, on a une situation particulière. Les États sont en grande difficulté, et en particulier parce qu'ils ont sauvé une grande partie de l'économie privée de la crise, et il faudrait bien quand même qu'il y ait quelque chose comme un retour du balancier pour les sauver. Et là, la protection des banques centrales, c'est de dire, mais levez des impôts si vous voulez, nous, on va financer ça par la création de monnaie. Alors évidemment, les mêmes qui d'un côté disent, on est banquiers centraux, on ne va pas créer de monnaie, de l'autre côté, ils disent on ne peut pas lever des impôts parce que c'est pour la concurrence internationale. Donc c'est compliqué, hein, on voit bien qu'il y a aussi les intérêts de groupe, voire de classe, qui sont derrière ça, mais la doctrine monétaire, elle reste très établie, alors qu'en fait on ne sait pas quelle est la quantité de monnaie qu'on pourrait créer, combien on pourrait faire de crédit avant que l'inflation réellement émerge. Prêter aux États est un mécanisme dans lequel la BCE refuse d'entrer, de peur d'y laisser sa monnaie. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'Afrique va mal. L'Afrique va mal parce que l'Europe, tous les pays occidentaux ont un problème de crise. Ils font croire que la crise, elle a disparu, mais en réalité, la crise, elle est toujours là. Parce que où sont les emplois? Les emplois sont où? En France, on fait croire qu'il y a
4 ou 5 millions de chômeurs, c'est faux. Avant, c'était 7 millions, c'est grandement fou. C'est 10 millions de chômeurs. 10 millions. Le premier documentaire que j'ai mis, il y a eu des gens qui ont démontré qu'en France, il y a 10 millions de chômeurs. Donc, il y a des chômeurs qui ne sont pas déclarés, des gens qui ne vont pas se faire déclarer, ils veulent vivre malgré dans leur misère. Ça, c'est un. Et secondo, vous avez des gens qui ont perdu leur emploi, ils dépendent par rapport aux assédiques, et quand la période passe, ils ne veulent pas aller s'inscrire. Et ils restent comme ça. Donc, quand on regarde ces 10 millions de chômeurs, comme le documentaire que j'ai mis avant, ont expliqué. Donc, en fait, la stratégie, c'est quoi? La stratégie du grand chaos, elle est voulue dans toute la zone de l'Afrique centrale. Et c'est voulu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez le cacao qui est égal tablette de chocolat. Est-ce que vous voyez? Dans le chocolat, il y a le sang des enfants. Les magnums, les glaces magnum, il y a du chocolat. Les sons du sang des enfants ivoiriens et des autres enfants africains volés dans les pays africains pour qu'ils aillent travailler dans les plantations de cacao. L'arrestation de Laurent Gbagbo a permis à Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, d'avoir les mêmes mises sur pas mal de conteneurs de cacao sur le port ivoirien et les amener. Grand trafic, ils adorent. Alors, le problème de Boko Haram n'est qu'un problème pour avoir la même mise sur l'Afrique. Avoir la même mise sur l'Afrique et avoir le contrôle sur tous les minéraux. Parce que pour eux, ils se disent, selon les règles données de la conférence de Berlin 1884 et 1885, l'Afrique les appartient. Ils se disent que la même mise de tous les minéraux, ils en contrôlent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On crée Boko Haram, on crée des djihadistes un peu partout, comme en Syrie. Vous avez Daesh, vous avez pas mal de trucs. Alors, en Libye, il y a pas mal aussi des bandes. Mais qui donne à ces bandes-là des armes? Les Occidentaux. Est-ce que en Libye, il y a fabrication d'armes? Souvenez-vous, à l'époque, Kadhafi est venu à Paris, bien reçu en tapis rouge par Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, qui a donné la possibilité à tous les dictateurs en Afrique centrale d'en découdre avec le peuple noir. La France barbare, ils amènent une politique barbare pour éliminer les êtres humains noirs. Et les soi-disant présidents africains ne sont pas des présidents, ce sont des protocoles au service des Occidentaux. Ce sont des petits préfets de la France, des marionnettes de la France. Ils accomplissent le bon travail. Souvenez-vous, à l'époque, Léopold II a donné pas mal de messages aux missionnaires. Oui, allez les apprendre la parole de Dieu, mais faites très attention car ils connaissent Dieu. Et faites-les savoir que tout ce qu'ils ont comme fétiche, ils doivent s'en débarrasser. Mais les fétiches, c'est quoi? Les masques africains, les tableaux africains, les statuettes africaines. Et ça traîne dans le musée à Paris, au quai de Bromley. Et vous avez des musées aux États-Unis, vous avez des musées en Angleterre, vous avez des musées en Espagne, en Italie, au Portugal. Il y a des masques africains et des statuettes africaines là-bas, de nos ancêtres. Et ils les prennent comme otages prisonniers dans leur musée. Donc l'affaire de Boko Haram, c'est voulu. Nous allons repartir sur Boko Haram. Boko Haram, c'est très important. Donc j'ai voulu vous montrer les problèmes des banques en Europe, la finance, tout, pour que vous compreniez pourquoi l'Afrique va mal.
Parce que l'Afrique va mal. Hein? Les tueries, les viols, tout ce qui est méchant, c'est en Afrique. Et ils placent en même temps des gens que eux ils mettent, hein, soi-disant des opposants. Et il y a des gens qui ont fait des grandes études, qui ont des grands diplômes et qui peuvent diriger la RDC. Mais est-ce que les Occidentaux ont besoin d'eux? Non. Il faut mettre des gens livreurs de pizza à Bruxelles, comme Félix Tshisekedi, grand livreur de pizza à l'époque, en Belgique. Et c'est celui-là que, eux, ils sont en train de calculer pour nommer Premier ministre, pour accompagner la balkanisation en RDC. Parce que Félix Tshisekedi, quand il dit qu'il veut se présenter aux élections présidentielles, grandement faux. Il ne peut jamais être président, celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une magouille, une stratégie de la communauté internationale du sang. Cette communauté internationale du sang, ils veulent toujours avoir la même mise sur toutes les richesses minières de la RDC. Ça, on ne vous apprendra pas ça à l'école, au master. On ne vous apprendra pas ça à l'université, hein, ni dans les collèges. Pour avoir ces informations que je vous explique, il faut avoir ce qu'on appelle la connaissance. Mais la connaissance, elle vient par rapport à quoi? La lecture, les recherches dans les réseaux sociaux. Très important, parce que les réseaux sociaux, elles sont là pour nous donner ce que nous avons besoin d'un plus dans la vie. Mais est-ce que l'homme noir, consommateur du McDonald's, consommateur du Quick, consommateur de KFC, consommateur de Louis Vuitton, consommateur de Yves Saint Laurent, consommateur de BMW, consommateur de Golf, consommateur de Mercedes, ont-ils le temps de faire des recherches dans les réseaux sociaux? Pas mal ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux et pas mal ne s'intéressent pas à se lever. Pourquoi? La vie, elle est belle. La vie, elle est belle pour eux parce qu'ils se disent, je suis en France, j'ai un super beau appartement que je paye parce que je travaille. Es-tu sûr que tu auras toujours ton travail dans le monde de turbulence? Es-tu sûr que tu auras toujours l'emploi que tu as? Ding en ding, car la cloche, elle sonne chaque dimanche pour faire appel aux gens venus dans les églises catholiques. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en résultat de l'église catholique? Qu'est-ce qui se passe? L'église catholique est là pour abrutir le peuple noir. Vous irez dans pas mal des églises catholiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de blancs? Vous allez compter de doigts. Il n'y a pas trop de blancs. Mais la majorité, les noirs, spécialistes pour rentrer dans les églises catholiques. Mais pourquoi? L'aliénation, la Bible, l'aliénation. Et vous avez aussi pas mal de constructions des mosquées. Là où il y a de Coran. L'aliénation. L'aliénation. Oui, écoutez-moi bien. Parce que vous avez des gens, ils vous ouvrent le tapis. Allahu Akbar. Ils vous font croire que c'est des gens bons. Mais ils ont des cœurs très mauvais par rapport à celui qui n'est qu'un chrétien. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Vous avez des gens, ils sont là, ils ouvrent le tapis. Hein, tout le temps, ils ont des chapelets. Ça prie. Mais le cœur est noir. Ils savent comment faire du mal. Est-ce que les frères noirs qui sont musulmans aiment-ils vraiment les frères qui sont des chrétiens ou pas chrétiens? Est-ce que hein? Pas mal aiment faire du mal. Pas mal vous parlent de Allah. Hein? Mais quand il s'agit de te frapper la pioche sur la tête, ils savent le faire. Quand il s'agit de te traiter comme un esclave, ils savent le faire. Quand il s'agit de te prendre pour un esclave,
Parce que la plupart ont fait le Maroc. Mais moi, le tiers africain, j'ai jamais voulu mettre mes pieds au Maroc. J'ai jamais voulu mettre mes pieds en Libye. Jamais. Ces pays-là, jamais. Mais parce que je sais, je suis un tiers africain, un bantou. Un bantou. Et je ne mets pas mes pieds n'importe où. Donc, il y a un problème. Les gens font semblant de vous parler de bien de Allah. Mais ils n'aiment pas les êtres humains. Donc, nous allons voir. Nous allons voilà. À 69 ans, cet Allemand revient de loin. Eberhard Robert Nietzsche vient d'être arraché. À 69 ans, cet Allemand revient de loin. Eberhard Robert Nietzsche vient d'être arraché des mains de Boko Haram. Il avait été pris en otage en juillet dernier par le groupe islamiste au Nigeria. Sa libération, il la doit à une opération spéciale des forces armées camerounaises, soutenue par les services de pays amis, a déclaré le président camerounais. Honnêtement, raconte l'ex-otage, je pensais que j'allais finir par mourir. Parce que pendant tout ce temps, les ravisseurs me disaient « Assieds-toi, assieds-toi là ». Assieds-toi, et chaque fois que je m'asseyais, tout était noir, il faisait noir. Et alors, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Assieds-toi, reste debout, va là. Tout ça m'a tellement stressé. Cette libération intervient au lendemain de la diffusion d'une vidéo de menaces de Boko Haram contre les présidents du Tchad, du Cameroun et du Niger. Voilà. Voilà. Donc, nous allons passer une autre. Nous allons passer une autre. Très important. Il faut, donc, ce qu'il faut, il faut amener la peur dans les populations. Tout est calculé. Tout est calculé. On amène la peur dans les populations et on maintient les dictateurs aux affaires. Tout ça, c'est calculé. Hein? C'est calculé. La communauté internationale du sang, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et
jouent beaucoup avec le peuple africain. Ah oui, ils ont compris. La peur. Tout est basé sur la peur. Plus vous contrôlez les gens qui ont peur, plus vous instaurez vos lois de barbares. Et les lois pour les pillages immenses des ressources minières. Tout est calculé. Tout est calculé. Donc, je vais mettre ça. Non. Oui. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui? Je ne le sais pas. Il vous dit de qui, et je ne sais pas, il se met à sourire. Parce qu'au fait, il sait que c'est la France qui donne. Parce que lui-même, il avait dit dans une vidéo. Hein? Donc, attendez. Pour objectif de créer un califat dans le nord du Nigeria. Pendant plus d'une décennie, la secte islamiste Boko Haram a eu pour objectif de créer un califat dans le nord du Nigeria. Son ambition, fondée sur la terreur, s'est aujourd'hui étendue à des pays voisins. Ceux-ci, le Tchad, le Niger et le Cameroun, ont en janvier constitué une alliance militaire pour y faire face et venir en aide au gouvernement nigérian. Début mars, Boko Haram a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Une évolution de sa stratégie qui a conduit l'alliance, désormais confrontée à un conflit d'ampleur internationale, à accélérer son offensive. Euronews a accompagné l'armée tchadienne sur la ligne de front lors de la libération d'une importante localité dans le nord du Nigeria. Attention, dans le reportage que nous vous proposons, des images pourront heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. La dernière guerre en Afrique se livre dans ce désert, entre le Nigeria, le Niger et le Tchad. 3 pays aux frontières poreuses. Elle oppose une coalition de ces 3 États à l'une des organisations djihadistes les plus barbares et impitoyables de la planète, le groupe nigérian Boko Haram. Nous nous dirigeons vers Malam Fatori. C'est un itinéraire dangereux. Des soldats du Tchad et du Niger contrôlent la ville depuis le 31 mars, mais des poches de résistance de Boko Haram subsistent dans les environs. Nous sommes maintenant arrivés sur la ligne de front. Un hélicoptère nous emmène là où les militaires s'efforcent depuis plusieurs mois de priver le groupe islamiste de tous ses bastions dans le nord-est du Nigeria. Ces soldats sont des hommes endurcis au combat, habitués aux rigueurs d'un climat où la chaleur peut devenir accablante.
Pourtant, ils affichent un moral à toute épreuve, car ils se disent convaincus d'être en train de gagner la guerre contre les islamistes. S'ils disent ne pas craindre la mort, ils savent que leur ennemi n'en a pas peur non plus. Boko Haram est un adversaire sans pitié. Mourir en tuant, c'est en substance le raccourci le plus rapide vers le paradis dans la version arrangée de l'islam des leaders de cette organisation terroriste. Des centaines d'hommes sur leur garde, des dizaines de véhicules blindés, nous voici à 500 mètres de la dernière ville libérée, Malam Fatori. Parmi les soldats, on note la présence inhabituelle de 2 généraux 4 étoiles, les chefs d'état-major des armées du Niger et du Tchad. Nous ne le savons alors pas encore, mais quelques jours plus tard, une source proche du gouvernement tchadien nous confiera qu'il pensait que le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait été tué dans la bataille qui a éclaté 24 heures après la prise de Malam Fatori. En réalité, l'insaisissable Shekau n'était pas parmi les quelques 200 membres de Boko Haram que les militaires tchadiens affirment avoir tués en repoussant une embuscade. Dans cette attaque, ils ont eux-mêmes perdu 9 hommes. Depuis qu'il a pris le contrôle de Boko Haram il y a 5 ans, Shekau, le seigneur de la guerre, a transformé cette organisation en véritable machine à tuer. La seule trace visible des combats, ce sont ces armes que l'on nous assure avoir récupérées auprès des djihadistes abattus. Il y a là une cinquantaine de fusils d'assaut Kalachnikov, probablement volés à l'armée nigériane ou abandonnés par elle, et puis aussi plusieurs mitrailleuses lourdes, ainsi que de très nombreuses munitions. Obtenir des armes n'est pas difficile ici. Le trafic est un business en plein essor dans la région. Cette opération conjointe, avec la participation des troupes tchadiennes, est en train de retourner la situation sur le terrain. La prise de Malam Fatori est en effet un succès majeur dans la lutte contre Boko Haram, qui en avait fait son centre de commandement pour attaquer le Niger et le Tchad. Cette ville du Nigeria se situe à moins de 4 km de la frontière avec le Niger. Les soldats nous escortent jusqu'à l'entrée. Ils nous alertent du risque de pièges explosifs ou de mines dans les maisons. Plus tard, ils vont nous recommander aussi de ne pas nous éloigner du convoi. Les rues sont désertes, les maisons vides, de même que les commerces. Avant que Boko Haram ne s'en empare en novembre 2014, Malam Fatori comptait 30 000 habitants et un important marché. De lointains souvenirs, aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Nous verrons principalement des vieillards qui n'ont pas pu fuir, quelques enfants, peu de femmes, aucun jeune. Ici, un petit joue avec des morceaux de bois et de fer qui ont brûlé. Sa mère va nous expliquer ce qui est arrivé 72 heures auparavant. Les gens de Boko Haram ont fui le village quand ils ont vu que les soldats arrivaient. Ils sont partis dans toutes les directions, par ici, par là. Mais avant cela, ils nous ont dit de sortir des maisons et ils les ont incendiées. D'autres habitants nous assurent qu'en fuyant, Boko Haram a enlevé des dizaines de filles. Ils les ont contraintes à se déshabiller totalement pour ne pas qu'elles s'enfuient, racontent-ils. Personne n'a plus entendu parler d'elles. De vieilles femmes nous confirment l'enlèvement des jeunes filles, ainsi que l'assassinat de garçons adolescents. Boko Haram a pris les filles pour les marier de force. Ils ont aussi enlevé des jeunes enfants. Et ils ont égorgé les plus âgés. Pourquoi? Boko Haram avait des yeux et des oreilles partout. Ils surveillaient chacun de nos mouvements. Quand nous sortions dans la rue, quand nous rentrions à la maison, ils étaient toujours là, à nous observer. Le drame que vient de vivre Malam Fatori semble tout droit sorti d'une autre époque, si loin de ce XXIe siècle.
Le seul son audible sur le chemin du retour au camp est celui du vent sur une clôture métallique. Avant, il y a encore seulement 6 mois, les enfants jouaient et riaient, les voisins discutaient. Aujourd'hui, Boko Haram a laissé sa marque, une peur intense. Une véritable psychose collective règne désormais ici, au point qu'il est impossible de faire la part entre les faits et les rumeurs sur des massacres, des assassinats, des enlèvements. L'ombre de Boko Haram plane ici, l'ombre de la terreur, le fruit d'une stratégie machiavélique. Le fleuve Chari trace une frontière naturelle entre le Cameroun et le Tchad, une barrière toutefois facilement traversable en pirogue ou tout simplement à la nage. D'un côté, le dernier village camerounais, Kousséri, de l'autre, la banlieue de la capitale tchadienne, N'Djamena. Le pont Nguéli sert de trait d'union entre les deux pays. Plusieurs milliers de personnes et des tonnes de marchandises le traversent quotidiennement. Il a été rénové il y a 2 ans pour faciliter les échanges. Jusqu'à peu, le principal souci des douaniers, c'était les contrebandiers, mais les choses ont changé. Les contrôles de sécurité ont été renforcés pour prévenir le risque d'attentat et l'entrée d'armes. Car Boko Haram a perpétré plusieurs attaques à quelques kilomètres d'ici, côté Cameroun. Le Tchad prend donc très au sérieux la menace que constitue l'organisation islamiste. Cette situation pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur le plan économique. Car ces attaques visent les routes commerciales utilisées par le Tchad avec ses partenaires clés que sont le Nigeria et le Cameroun. La frontière avec le Nigeria est fermée depuis plus d'1 an en raison de l'insécurité. La seule option pour le Tchad, un pays rural très pauvre qui importe nombre de produits manufacturés, c'est donc le Cameroun. Or, les marchandises arrivent par des routes potentiellement dangereuses. Les sécuriser est par conséquent une priorité absolue pour le gouvernement tchadien. Relier le port camerounais de Douala et la capitale du Tchad, N'Djamena, par la route originale, en noir sur cette carte, n'est plus possible car trop risqué. La route alternative, en blanc, est plus sûre, mais on le voit, beaucoup plus longue, ce qui a pour effet d'augmenter le coût du transport, donc de renchérir le prix des marchandises. Il y a donc aussi une urgence économique pour le Tchad à libérer cette zone, et pour son président Idriss Déby, à ne pas s'enliser dans une longue guerre contre Boko Haram, qui pourrait finir par étouffer l'économie tchadienne. Pour fuir les exactions commises par Boko Haram, quelques 20 000 Nigérians ont franchi le lac Tchad au cours des 3 derniers mois en quête d'un refuge. Chacun a une histoire à raconter sur la manière dont les islamistes ont changé le cours de sa vie. Le camp de réfugiés de Dar es Salaam au Tchad est le nouveau foyer de 4000 déplacés. Nombre de familles viennent de Baga, théâtre de l'un des pires massacres perpétrés par Boko Haram. Beaucoup ont vu mourir leurs proches, certains sont blessés, mais les plaies qui mettront le plus de temps à cicatriser, ce sont les traumatismes psychologiques profonds qu'ils ont subis. Attention, les images qui vont suivre sont violentes, elles pourront choquer certains téléspectateurs. Elles ont été trouvées par des soldats tchadiens et nigériens dans les téléphones mobiles de combattants de Boko Haram tués le 17 mars. Des images d'exécution de masse à Bama, au Nigeria, et dans un village camerounais. Des centaines de civils tués de sang-froid, et parmi les assassins se trouvent des adolescents. Dans le camp de Dar es Salaam, on voit errer des enfants seuls partout. Leurs parents sont morts ou bien ils les ont perdus dans la fuite précipitée des massacres de l'autre côté du lac. L'ONG Médecins sans frontières a mis en place un soutien psychologique pour eux, mais aussi pour les adultes. Ça, c'est pas à souhaiter même à son pire ennemi, ce qu'ils ont vécu. Les islamistes les ont arraché une partie de leur adolescence presque. C'est vraiment difficile.
Le gouvernement tchadien, l'UNICEF, le HCR, la Croix-Rouge et des ONG s'efforcent d'offrir à près de 800 élèves qui ont donc vécu le pire la possibilité de retrouver une vie à peu près normale. Dans les écoles de fortune installées sous de grandes tentes, ils apprennent des chansons en français, une langue étrangère pour eux. Au crépuscule, les hommes se rassemblent pour prier. C'est étrangement au nom de ces mêmes prières que leurs bourreaux essaient d'imposer leur loi par le sang, car la très grande majorité des victimes de Boko Haram sont des musulmans. Idriss Déby dirige le Tchad depuis près de 25 ans. Durant ce quart de siècle, il s'est trouvé engagé directement ou indirectement dans la plupart des conflits de la région. Le président tchadien a expliqué à Euronews les raisons de l'implication de son pays dans cette guerre contre le djihadisme, une question de survie. Monsieur le Président, Idriss Déby, merci de nous recevoir ici à N'Djamena, dans votre palais présidentiel. Merci à vous. Merci d'être venu au Tchad. Quelle est l'ampleur de la menace qui pose en ce moment Boko Haram pour le Tchad? Jusqu'à même 2013, les actions de Boko Haram, aussi néfastes soient-elles sur les populations, étaient à l'intérieur du Nigeria. Mais à partir de fin 2013, Boko Haram a commencé à étendre ses actions au-delà du Nigeria, en particulier le Cameroun et le Niger. Et Boko Haram a fini évidemment aussi par s'attaquer au Tchad. C'est une organisation extrêmement dangereuse, et c'est une organisation qui a eu le temps de s'organiser, de recruter des jeunes qui n'ont pas du travail. Boko Haram aussi a des liens très étroits avec Daesh, a des liens très étroits avec AQMI. En termes bien sûr d'économie, le Tchad a beaucoup perdu. Boko Haram a décidé donc d'asphyxier le Tchad en coupant l'axe unique qui nous rattachait au port de Douala, les entrées vitaux du Tchad. C'était un danger potentiel pour toute la sous-région. Certainement, aucun des pays de la sous-région ne peut s'en sortir seul face à cette nébuleuse. D'où la nécessité de mettre en commun nos moyens, maigres bien sûr, mais en ayant foi que nous pourrons parvenir à réduire la nuisance de Boko Haram. Quels sont les objectifs précis de cette action militaire? Détruire les Boko Haram ou les maintenir éloignés de vos frontières? C'est détruire Boko Haram. C'est très court, net. Il faut détruire Boko Haram, pas tous les moyens. Votre pays, le Tchad, a participé en 2013 à l'opération Serval au Mali, 2014 opération Barkhane au Sahel contre les groupes intégristes. Et maintenant la France vous fournit des renseignements sur les Boko Haram, comme des autres pays. Mais peut-être est-ce que vous désiriez une implication un peu plus poussée de la part de l'Europe, des États-Unis? Non, je crois que c'est qu'il faut bien comprendre que dans 60 ans, je dirais pratiquement après les indépendances des pays africains, nous devions être capables de nous prendre en charge, nous devions être capables de gérer nos crises. Et nous devions être capables de faire face à des mouvements terroristes en unissant nos efforts d'abord. D'abord, parce qu'en unissant les efforts africains. Début mars, le Boko Haram a joué fidélité à l'autoproclamé État islamique, Dawla al-Islamia. Cette alliance fait d'eux un groupe terroriste plus dangereux. Notre action a cassé, comment on appelle, la puissance militaire de Boko Haram. Nous avons aussi désorganisé son état-major. Tout ça, je pense que
a eu pour effet de montrer le visage réel, en fait, disons, de Boko Haram, qui n'est pas, comme on le dit, une organisation locale au niveau de l'Afrique, au niveau du Nigeria, mais c'est une organisation qui a des liens avec d'autres organisations terroristes, n'est-ce pas, de par le monde, en particulier l'État islamique. Il faut se demander qui est derrière ce Boko. Ça, c'est ma question suivante. On n'a pas beaucoup de informations, ni sur le nombre de combattants qu'il y a le Boko Haram, ni sur ses sources de financement. On sait qu'ils obtiennent de l'argent à travers le kidnapping, à travers le vol. Mais pensez-vous, justement, que le Boko Haram reçoit de l'argent des pays étrangers? Boko Haram est soutenu. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui? Je ne le sais pas. Mais vous êtes convaincu qu'ils sont quand même du financement extérieur? Mais comment pouvez-vous comprendre qu'une organisation terroriste aujourd'hui qui arrive à conquérir un tiers d'un grand pays comme le Nigeria, et avec une armée organisée, avec des blindés, avec des modes d'action qui ressemblent à des modes d'action d'une armée régulière, au départ. Donc, on provoque le Boko Haram au Nigeria, on ne fabrique pas des blindés, on ne fabrique pas des armes. Donc, ce n'est pas tombé du ciel. On a vu aussi que des groupes proches du Daesh sont aussi opérationnels en Libye. Est-ce que ça pourrait éventuellement ouvrir un nouveau front dans votre frontière au nord? En 2011, quand les opérations militaires se sont déclenchées en Libye, par l'Occident et par l'OTAN, en son temps, j'avais mis en garde. Il n'y avait pas un amour pour Gaddafi, mais la manière dont on a fait partir Gaddafi, qui est un pays super équipé sur le plan militaire, super armé, on n'a pas pris, je dirais, la précaution de gérer après Gaddafi, à ce que les armes ne sortent pas de la Libye. Donc, depuis l'assassinat de Gaddafi, nous sommes sur pied de guerre, au nord, comme sur nos autres frontières. Les armes circulent, le Daesh se développe, les terroristes se développent aussi en Libye. Il y a réellement une menace physique, n'est-ce pas, sur les pays africains au sud du Sahara. Le Tchad est un pays en majorité musulman. Vous-même, vous êtes musulman. En tant que musulman, que pensez-vous justement de l'appropriation qui fait Daesh de votre religion, l'islam? Daesh ou État islamique ou Boko Haram, dans leur activité, sont loin de l'islam. Sont loin de l'islam. C'est pour moi inacceptable. Et les musulmans ne doivent pas simplement regarder, observer, laisser faire. On laissé faire depuis longtemps. Et il est temps que les musulmans s'organisent eux aussi et faire face à cette organisation terroriste qui n'a rien, je dis bien, rien de musulmans. Et ça, c'est pas des musulmans. Et nous devrions combattre ces gens. Les musulmans doivent combattre ces gens. Monsieur le Président, Idriss Déby, merci beaucoup pour nous avoir reçus. Merci d'avoir aussi de vous intéresser à mon pays. La coalition anti-Boko Haram a enregistré de réels... Voilà. Donc, 25 ans de pouvoir, Idriss Déby. Idriss Déby, il y avait une vidéo qui circulait avant sur Facebook. Là où Idriss Déby, de sa propre bouche, avait dit que c'est la France qui donnait des armes à Boko Haram. Là, je fais que chercher depuis, je ne trouve pas sur YouTube. Mais peut-être sur Facebook, il y a toujours cette vidéo. Là où Idriss Déby lui-même disait de sa propre bouche que c'est la France qui armait Boko Haram. Bon, il y a un frère africain que j'ai vu où il a écrit que Boko Haram est armé par
les États-Unis et la France. Ça, on va le suivre tout à l'heure. Mais c'est quand même aberrant. Donc, il faut tuer le peuple africain. Il faut les effacer des